bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mon micro Victor Dixen et Emmanuel Iger. Bonjour tous les deux. Bonjour. C'est la première fois que je fais une interview à trois, donc voilà, on va essayer de faire un petit peu de ping-pong entre les questions et les réponses, mais je vais débuter, si tu le veux bien Emmanuel, par toi Victor, pour peut-être te présenter à nos auditeurs, puisque tu es peut-être pas trop connu dans le monde du tarot. Le Magicien, c'est vraiment un podcast de fanat de tarot, même si on va voir que il y a un tarot dans ton histoire. Mais pour te présenter, moi j'ai vu sur ton site que tu te présentais comme romancier et scénariste, ce qui veut dire que tu racontes des histoires finalement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce terme de raconter des histoires. Et s'il fallait vraiment que je me définisse, je me définirais comme raconteur d'histoires, quel que soit le médium, que ce soit en roman, en bande dessinée, en script audiovisuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires, les raconter, partir dans l'imaginaire. Je suis publié depuis 2009. C'était mon premier roman, Le cas de Jack Spark. Et je pratique surtout les genres dits de l'imaginaire, donc la science-fiction en partant vers le futur, ou la fantasy. Et lorsque j'écris de la fantasy, c'est souvent de la fantasy historique. Donc là, on part plutôt vers le passé. Et effectivement, ma série de fantasy historique actuelle s'appelle Vampiria. Ça relève même de l'Uchronie. Je pourrais tout à l'heure planter le décor, parler un peu plus en détail de ce qu'est Vampiria. Mais c'est le sillon que je creuse actuellement. Et c'est dans le cadre de cette histoire, Vampiria, qu'intervient un jeu de tarot dont on va parler aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Emmanuel, du coup, est-ce que toi aussi, même si les auditeurs te connaissent, est-ce que tu peux peut-être te représenter rapidement et nous dire voilà, pourquoi tu es là aussi dans cette interview avec Victor? Alors, moi, ça fait un petit moment que je travaille sur le tarot. Alors, je suis publiée depuis 2019 avec mon premier livre qui s'appelle Lire le tarot avec le Rider-Waite, qui montrait comment rendre accessible le tarot en général et le tarot Rider-Waite en particulier aux lecteurs francophones. Et j'ai toujours été plus qu'attirée par les mondes de l'imaginaire. Hein. J'ai toujours vécu un pied dedans et j'ai toujours eu une grande passion pour la fantaisie, l'horreur. Et quand Victor est venu me chercher pour me dire qu'il y avait ce tarot dans Vampiria et qu'il faudrait rendre réel, ça a été juste une joie incroyable. Oui, je me rappelle bien quand tu m'as parlé de ce projet au début de son projet, et t'étais vraiment emballé par le monde justement qu'avait créé Victor Dixen dans cet univers donc de Vampiria. Donc, est-ce que Victor, tu veux nous en parler parce qu'on va maintenant dévoiler qu'est-ce que Vampiria, qu'est-ce que cette série du coup. Il faut dire qu'Emmanuel est tombée dans la fantaisie horrifique quand elle était petite. Hein. Oui, c'est comme ça. Donc, dans la marmite, c'était même Lovecraft, si je me souviens bien. Donc, elle a commencé quand même très haut dans l'horreur cosmique. Voilà. Ouais, donc j'avais 8 ans. Voilà, j'avais 8 ans et maintenant je suis comme ça, quoi. Voilà, marqué à vie. Ouais, et c'est pas fini. Alors, Vampiria, de quoi il s'agit? Donc, c'est une uchronie. L'uchronie, pour les auditeurs, les auditrices qui ne connaîtraient pas ce terme, c'est un sous-genre de la science-fiction ou de la fantasy où on part de l'histoire officielle et puis il y a un point de divergence, un événement qui se déroule différemment et dès lors, l'imagination prend la tangente. Alors, il y a eu beaucoup d'uchronies écrites sur la Deuxième Guerre mondiale et si les nazis avaient gagné, qu'est-ce qui se serait passé? Je pense au Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, par exemple. Moi, dans Vampiria, mon point de divergence, c'est Louis XIV, le roi Soleil, le roi qui a eu le plus long règne de l'histoire de France, 72 ans.
Élisabeth II a failli le battre, mais il a toujours le record absolu. Eh bien, j'imagine qu'en 1715, au lieu de mourir, ces médecins, ces alchimistes personnels découvrent le secret de la vie éternelle et le transmutent en vampire, le premier de l'histoire. Le roi Soleil devient le roi des ténèbres, et 3 siècles après, aujourd'hui, au XXIe siècle, il est toujours sur le trône, et il règne depuis Versailles, non seulement sur la France, mais aussi sur le reste de l'Europe. Car les rois et reines de l'Europe lui ont prêté allégeance pour être à leur tour transmutés en vampires. Et là, on est de plein pied dans l'Uchronie, parce que le monde, finalement, n'a pas évolué. Je me suis dit que si le monde était dominé par des vampires, qui par définition sont des créatures en stase, qui ont cessé toute évolution, eh bien le monde lui-même n'évoluerait plus. On est au XXIe siècle, mais il n'y a pas eu de progrès technique, il n'y a pas eu de progrès social, il n'y a bien sûr pas eu de révolution française. Tout est comme gelé, ossifié. L'avenir n'existe plus. Le monde est figé dans le passé. Et c'est justement parce que ce monde est figé dans le passé que j'ai voulu offrir à mes personnages un outil pour s'inventer un avenir, un tarot interdit par les vampires. C'est comme ça qu'il s'appelle, le tarot interdit. Et c'est voilà. Après, je pourrais vous expliquer plus en détail comment le tarot est rentré dans ma vie en tant qu'utilisateur et qu'auteur. Mais dans le cadre de Vampiria, voilà comment s'inscrit ce tarot interdit. C'est un ouvroir de possible finalement pour un monde qui semble privé de tout possible. Et c'est ce tarot est rentré du coup dans ton histoire parce que du coup tu connaissais le tarot. Oui, alors je sais plus. Tu nous as dit à quel âge, Emmanuel, toi tu as découvert le tarot? Lovecraft, on sait que c'est 8 ans, le tarot. Ouais. Non, le tarot, c'était vraiment tard. Hein. C'était il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé ma psychanalyse. Oui, ça va ensemble parfois. Ouais. Alors moi, j'avais 15 ans, je me souviens. J'étais entré dans une librairie ésotérique, justement, et j'avais été attiré par le tarot mythique, je crois, qui est toujours édité. C'est un tarot américain ou anglais qui s'inspire de la mythologie grecque, basé sur le Rider-Waite. J'avais été fasciné par ces images, cette structure. Voilà, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis depuis, ça fait partie de ma vie. Je l'utilise presque quotidiennement pour prendre des décisions, parfois des décisions importantes comme des déménagements, voilà, changer de pays, est-ce que je prends la bonne décision ou pas. Et assez naturellement, c'est devenu une partie de mon processus créatif d'écriture. De 2 manières. Lorsque je suis bloqué dans un manuscrit, eh bien un tirage de tarot, ça va m'enlever les œillères en fait et me montrer toutes les voies possibles vers lesquelles je peux amener mon histoire. Et puis également pour mieux connaître mes personnages, un tirage de cartes à un personnage qu'on a du mal à cerner, c'est un moyen de mieux comprendre ce qu'il nous cache, ce qu'il se cache et finalement de le rendre encore plus réel. Donc tu as découvert le tarot très très jeune et quand tu as écrit cette série, tu t'es dit bon parce que entre Louis XIV et le tarot quand même il y a quand même un gap quoi. Donc de venir cette idée dans l'histoire Vampiria, à quel moment le tarot il rentre en jeu justement? Alors il intervient dans le 2e tome, La Cour des Miracles, mais c'est venu assez naturellement comme idée. Alors j'étais déjà familiarisé avec le tarot. Et au fur et à mesure que j'écrivais, que je développais ce monde complètement figé, une fois encore, on a l'impression d'être encore au XVIIe siècle, alors que d'après le calendrier, on est au XXIe. Voilà, j'avais vraiment envie avec mes personnages de trouver un moyen de faire advenir l'avenir. Et c'est vraiment comme ça, moi, que je pratique le tarot personnellement. Je parlais tout à l'heure d'ouvroir de possible. J'ai l'impression souvent dans la vie qu'on est comme dans un chemin tout tracé devant soi, comme dans des ornières, comme si on avait effectivement des œillères de chaque côté du visage. Et lorsqu'on se pose, qu'on fait un tirage pour soi, ça permet de prendre une grande respiration, de prendre du recul, d'enlever les œillères et de voir tous les possibles. Et finalement, c'est un outil de liberté. Il y a parfois une incompréhension chez les gens qui connaissent pas le tarot, qui en ont un peu peur, qui ont peur qu'on leur tire les cartes. Ils ont l'impression que ça va être très déterminant et déterministe et qu'ils vont être ensuite enfermés dans un avenir qui serait dévoilé par le jeu. Moi, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Au contraire, ça va nous libérer de nos présupposés et ça va nous offrir un énorme champ de liberté en fait pour l'avenir. On est toujours maître de son destin, mais on aura plus de chemins possibles à explorer. Super. Pour bien comprendre, Emmanuel dit hoche la tête, vous qui ne voyez pas, mais pour bien comprendre... pour bien connaître Emmanuel, vous êtes bien rencontrés en tout cas, justement pour écrire ce tarot. Je pense, pour créer ce tarot, comment justement,
quand tu as eu envie à un moment donné, il y a eu envie de rendre ce tarot qui est écrit dans Vampiria réel. Et c'est là où Emmanuel est intervenu. Comment le pont s'est fait? Comment votre rencontre s'est fait? Qui a décidé quoi, en fait, dans cette histoire? Alors c'est vrai qu'il y avait ce désir de matérialiser le tarot, de faire sortir des pages du livre, en fait, un objet réel que le lecteur pourrait manipuler en même temps que les personnages. J'en ai parlé à 404, qui est une maison d'édition spécialisée dans les jeux, qui appartient au même groupe Editis que mon éditeur de littérature, Robert Laffont. Et je crois que c'est 404 qui est venu te chercher, Emmanuel, la grande figure tutélaire du tarot en France. Donc voilà. Et qui a proposé qu'on fasse équipe, et tout de suite j'ai été super partant. On a eu un excellent fit. Je pense qu'on a la même approche du tarot. Ouais. Et on a trouvé ensuite le troisième larron, Nicolas, qui est un artiste fabuleux, qui a fait réaliser dans un temps record, il faut le dire, les différentes lames. Et ensuite on a tourné tous ensemble un peu à travers la France pour présenter ce jeu aux lecteurs. Et tout à l'heure en off, Emmanuel disait qu'elle était bien rodée. Elle a dû faire des centaines, si ce n'est des milliers de tirages express de ce tarot un peu partout en France. C'était super de tourner ensemble un peu en mode rockstar. Ouais, je me rappelle votre tournée de sortie, c'était intense. Et du coup, Emmanuel, donc comment toi tu as rencontré ce projet en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? L'univers était génial déjà. Donc la question s'est posée 20 secondes, le temps que je comprenne le projet, et après j'étais vraiment à 120%. Et puis comme l'a dit une fois mon mari, tu vois les produits dérivés de Harry Potter, c'est pas des objets magiques. Tu vas dans les boutiques qui vendent des goodies Harry Potter, t'achètes une baguette magique en plastique, mais elle marche pas. Tu dois faire semblant. Eh bien, là, avec Vampiria, on a sorti un vrai objet magique qui fonctionne. Il marche vraiment. Et donc, quand on parlait de la tournée de dédicaces qu'on avait fait avec le tarot, on a pu le voir vraiment sur le terrain. J'ai fait des milliers de tirages, toujours sur le modèle du tirage que recevait l'héroïne dans le roman. Avec le même tirage que un des personnages faisait à l'héroïne, les mêmes emplacements, les mêmes cartes pour les personnes qui venaient faire signer leur livre, et c'était juste extraordinaire, quoi. Et j'ai une question. Excuse-moi Fabienne, ça avait le mérite d'être un tirage court à 3 cartes, donc ça permettait de les enchaîner aussi. Ouais, très très bien. Je vois très bien ce que ça pouvait donner en termes d'énergie. Heureusement qu'il était court, parce que effectivement. Alors il fallait voir Emmanuel avant et après. Avant, pleine d'énergie, là, on connaît Emmanuel. Et puis à la fin des 3 heures de dédicace, Emmanuel était parti, on pouvait plus lui parler. Elle était vraiment, il y a une phase d'atterrissage, parce qu'on donne énormément quand on fait un tirage, on reçoit, mais on donne. C'était plus que 3 heures, Victor. Ouais. Parfois, c'était plus que 3 heures, effectivement. Et puis, je me souviens aux Imaginales, là, en octobre, sous le chapiteau, et en plus, il faisait froid, mais c'était, Oh la vache! on a vécu le vrai truc, là. Ouais. C'était une initiation. Une belle tournée de promotion, mais enfin, vous avez créé ensemble un beau jeu. Donc, on rappelle qu'il y avait un illustrateur aussi, donc, Nicolas Jamonot, qui est pas là dans cette interview, mais à qui on envoie plein de bisous, peut-être. Je ne sais pas, pourquoi pas. Mais oui, tout à fait. Donc, on est sur un podcast de passionnés de tarot. Certains connaissent le tarot interdit. Moi, pas tout à fait. Je n'ai pas utilisé ce tarot, mais je sais que il est particulier. Il y a quelque chose de particulier. Est-ce que vous pouvez, ou l'un ou l'autre, nous en parler de cette particularité de ce tarot, qui est une base. Enfin, moi, je l'ai vu, hein, bien sûr. Je l'ai pas pratiqué, mais je l'ai vu, qui est une base Rider-Waite, mais en même temps, il a des côtés Marseille, mais en même temps, il est ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ce tarot, finalement? Je sais pas qui veut répondre. Alors, je peux peut-être parler de l'inspiration générale au niveau des thématiques de l'architecture, et ensuite Emmanuel pourra plus techniquement pointer les différences, les points communs entre Rider-Waite, Marseille. Ouais. Pour moi, ce tarot, c'était vraiment un moyen de mettre en scène la dramaturgie et les tensions dramatiques qui sont à l'œuvre dans le roman, c'est-à-dire le combat entre les ténèbres, représentées par les vampires éternels, inamovibles,
et la lumière qui essaye d'advenir, les mortels qui voudraient que l'avenir arrive malgré tout. De ce fait, toutes les arcanes majeures sont des vampires dans le jeu, ce sont donc les cartes les plus puissantes, et toutes les mineures sont des mortels, des rebelles, des frondeurs, comme je dis. La fronde, on sait, sous Louis XIV, souvenir de cours d'histoire, c'était la rébellion contre le pouvoir royal. Donc les frondeurs dans le monde de Vampiria, ce sont des mortels qui essayent de mettre à bas les vampires. Et les 4 séries du tarot sont en fait les armes des chasseurs de vampires. Donc les miroirs, ce sont les coupes. Les bâtons deviennent les pieux, armes du chasseur du vampire. Les épées restent les épées. Et la dernière série, aide-moi Emmanuel. Les deniers qui deviennent l'argent. Les deniers qui deviennent l'argent qui est un métal toxique pour les vampires. Donc ça, c'était une première approche thématique sur le tarot, ce tarot interdit. Il y avait une différence plus formelle que j'avais envie d'introduire. On en a discuté vraiment longuement avec Emmanuel avant de le mettre en pratique. C'était d'avoir un jeu mixte au niveau des figures de cour. C'est vrai que le tarot traditionnel, il a 3 figures de cour masculines et 1 féminine. Et comme nous, on voulait faire un jeu de combat, un jeu progressiste qui veut faire advenir l'avenir, j'avais envie d'avoir autant de figures masculines que féminines. Donc on est passé à 3 figures masculines et 3 figures féminines. Ça fait qu'il y a un peu plus de cartes que dans un jeu traditionnel. C'est ça. Et du coup, comme les premières différences qui sautent aux yeux avec les jeux que les auditeurs et auditrices peuvent connaître. Et si je peux me permettre d'enchaîner, donc cette demande que tu avais d'introduire la parité pour rendre le jeu moderne et actif, et ben ça foutait en l'air tout le système des significations traditionnelles. Donc il a fallu derrière reconstituer un système de signification qui fonctionne en tenant compte du fait que parce que justement souvent on se dit mais qu'est-ce qu'elle a fait Emmanuel dans le tarot, parce que si elle a pas fait les illustrations et que de toute façon il y a toujours un pape, il y a toujours la mort, etc., mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais là pour garantir un peu la cohérence des significations. Alors déjà d'une part il fallait adapter les significations à l'univers Vampiria, qui est un univers qui est très acéré, qui est très tranchant. Donc, il a fallu, j'ai envie de dire, affûter un peu les lames du tarot en poussant les significations pour qu'elles soient un petit peu plus, pas plus dark, mais un peu plus incisives. Et de l'autre côté, donc, il y avait ce grand changement des figures de cour qui changeait aussi la répartition des cartes dans le jeu, parce que comme elles étaient plus nombreuses, elles prenaient plus de place, et il fallait faire très 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 attention que les nouvelles significations des nouvelles figures de cour qui n'existaient pas avant ne viennent pas faire redondance avec des cartes mineures qui existaient déjà, ne viennent pas faire redondance avec des arcanes majeures, et compensent un petit peu le fait qu'on augmentait le nombre des figures de cour par rapport aux autres. Et ça n'a pas été un petit travail. Je peux vous dire que j'avais des fichiers Excel qui faisaient 2 mégas. Enfin, c'était à un moment, j'avais le cerveau qui saignait un peu, je dois l'avouer. Mais comme dans l'écriture d'un roman, en fait, où on change les paragraphes. Et puis il y a un moment dans l'écriture d'un roman, on est complètement perdu parce qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. On a tout changé. On a fait comme une opération à cœur ouvert de son texte. Donc je pense que c'est la même chose quand on touche à une structure réglée comme du papier à musique, comme de l'horlogerie fine, telle que le tarot, qui a mis des siècles assez élaborés. Et là, je pense que Emmanuel a fait un travail fantastique pour garder la substance du tarot originel et puis finalement la raffiner encore plus avec ces figures supplémentaires. Donc, ce qu'on a fait en pratique, c'est que le valet, on l'a éclaté donc en 2 valences masculines et féminine, ça devient l'éclaireur et l'éclaireuse. Le cavalier, on l'a aussi scindé en 2, les cavaliers et cavalières, et les rois et reines deviennent les commandants et commandantes donc de la fronde. Avec toujours cette valence que les figures masculines sont plus dans nos figures de cour dans une stature de protection, plus statique, et les figures féminines plus dans une posture d'attaque offensive dynamique. Je pense que c'était ça le principe directeur, Emmanuel. C'est ça, et comme ça nous fait plus de figures de cour que d'habitude, j'ai trouvé au test et puis après sur le terrain que c'est un tarot qui est très actif.
c'est des tirages qui sont très dynamiques, c'est des actions qui sont très claires, très concrètes, et ça, je trouve globalement, pour l'avoir bien eu en main, que c'est un jeu qui bouge vraiment pas mal. Et ça, c'est très clairement dû au fait de l'augmentation des figures de cours. Surtout que qui du coup sortent plus dans les tirages. Ouais. Et oui, elles ressortent plus. Et alors souvent, Emmanuel, comment on fait de la formation? Les figures de cours, c'est vraiment le nœud de ce qui souvent est mal compris par les débutants ou les personnes qui découvrent le tarot. C'est vraiment l'apprentissage des figures de cours, c'est l'apprentissage peut-être le plus long. Enfin, moi, en tout cas, dans mon expérience. Et là, donc, on rajoute des figures de cours. J'imagine que pour les créer, ça a dû être complexe parce que déjà, les 16 figures de cours dans le tarot sont déjà bien complètes. Donc j'imagine très bien ce que ça a pu donner d'en créer d'autres justement et de rester en tout cas équilibré. Mais je trouve que votre vision en tout cas du masculin, enfin de la figure masculine protecteur et de mettre de la dynamique dans les figures féminines, je trouve que c'est hyper intéressant comme vision justement qui peut rejoindre d'ailleurs une vision très ancienne de cet équilibre féminin masculin. Il y a dans beaucoup de populations, les femmes étaient aussi très dynamiques. Voilà, c'est vrai qu'on et puis est dans beaucoup de... Pardon, j'ai ouvert une discussion. Juste un tout petit point, dans beaucoup des plus anciens tarots qu'on connaisse, il y a des valets et des valettes, il y a des cavaliers et des cavalières. Hein, donc ça, c'était pas complètement nouveau. C'est vrai qu'on est revenu aux sources de ce point de vue-là, mais on est aussi, on était en rupture finalement avec une interprétation un peu simpliste souvent qui associe le masculin au côté actif et le féminin au côté passif. Là, c'est vraiment l'inverse, ou en tout cas une interprétation différente. Le dynamisme, Fabienne, tu l'as vraiment bien pointé, est lié aux figures de cours féminines, et c'est une fois encore en résonance avec les romans. Parce que dans les romans sont vraiment conduits par des héroïnes avant tout, plus que par des héros, qui sont des figures de changement, à commencer par Jeanne, l'héroïne du tome 1, qui est vraiment une boule d'énergie, même un boulet de canon, je dirais, qui détruit tout sur son passage. Donc c'est vraiment cette valence-là qu'on a voulu mettre en avant, des héroïnes et des figures de cours comme du vif argent. Top. Bah écoutez, en tout cas, alors moi, je n'ai pas découvert ton roman parce que les vampires m'ont fait peur à une époque. Quand j'étais jeune, c'est vrai, j'ai regardé un film de vampires et ça m'a terrorisée. Donc c'est vrai que tu vois, je te dis maintenant, les vampires, c'est pas un univers. Alors que j'adore le fantasy, tu vois, j'adore les histoires et je suis sûre que c'est pas une histoire de vampires sordide. Donc ça pourrait être très bien. Mais c'est pour ça que moi, j'ai pas tu vois, que je suis pas allée vers ce jeu, mais ça me donne à vous écouter très envie, en tout cas, de le découvrir et de découvrir cet univers qu'il y a autour justement de ce tarot. Oui. Alors, juste ce jeu, on peut très très bien le découvrir sans avoir lu les romans. On peut arriver par les romans au jeu, mais on peut arriver au roman par le jeu. C'est standalone. Donc c'est vrai que c'est toute novice que je vous interroge, quoi. Hein. Moi, je veux savoir, je veux comprendre de quoi ça parle. Mais c'est vrai, Fabienne, tu as raison que de manière générale, au-delà de la thématique du vampire, chaque jeu a sa vibration et va nous attirer ou pas en fonction de notre personnalité, du moment de notre vie aussi, et puis des questions qu'on veut poser. Donc, moi, j'ai tout un tas de tarots dans mon bureau et je pense que c'est la même chose chez Emmanuel et chez toi. Et en fonction, voilà, du moment, on va aller vers l'un ou vers l'autre. Après, moi, ce qui m'intéresse dans le vampire, c'est que ça fait partie de ces figures légendaires et littéraires très polysémiques, très riches de sens, ancrées, c'est un archétype aussi, ancré dans notre imaginaire, donc ça ouvre plein de portes. Certes, il y a un côté horrifique et terrifiant, ce qui donne une couleur un peu sombre à ce jeu. Le vampire a beaucoup été traité en littérature et dans l'ésotérisme comme une figure du désir. Mais c'est aussi pour moi une figure du temps limité de nos existences humaines, du temps aussi historique des civilisations. C'est quelque chose que j'essaye d'explorer dans les romans et que j'ai mis aussi au cœur, avec Emmanuel, au cœur du tarot. C'est vraiment un tarot, je pense, qui questionne notre rapport au temps via la figure du vampire. Pour sortir justement un petit peu de ce tarot en lui-même, parce qu'on a compris comment vous l'avez construit, on reviendra peut-être avec Emmanuel justement sur comment il fonctionne. Pour connaître un petit peu mieux ta pratique, Victor, est-ce que toi, tu nous as dit que tu pratiquais le tarot pour écrire, mais est-ce que tu as est-ce que
Est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui ta pratique personnelle en fait du tarot? Qu'est-ce qu'est le tarot pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il représente? Alors c'est vraiment je vais reprendre l'expression que j'utilisais tout à l'heure, d'ouvroir de possible, aussi bien au niveau existentiel, donc dans ma vie quand j'ai des choix à faire. Et là j'ai tendance à y recourir vraiment quand j'ai des dilemmes. Est-ce que j'ai vécu dans pas mal de pays et avant chaque déménagement, systématiquement, tirage de tarot complet. J'utilise beaucoup la croix celtique. Ça me permet vraiment d'aller en profondeur avec moi-même. C'est comme si je me tendais un miroir à mon désir, à mes possibles. Et ça m'aide vraiment à avancer, à prendre des décisions. Et puis aussi ouvrir de possible en littérature, en création, quand je suis bloqué dans un manuscrit, quand j'ai du mal à cerner un personnage, comme je le disais tout à l'heure, ça va me permettre de débloquer des choses. C'est vraiment comme ça que je l'utilise. Donc je fais pas forcément un tirage quotidien quand je me lève le matin pour savoir quelle va être l'énergie de ma journée, c'est plutôt quand j'en ressens le besoin dans ma vie ou dans mon écriture. C'est une pratique très saine en tout cas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tirer le tarot tous les jours. Est-ce que tu as un tarot en ce moment? Est-ce que tu as un tarot préféré en ce moment? Alors j'utilise beaucoup le tarot interdit, oui. je dois dire. Mais j'utilise aussi le tarot de mon adolescence. Alors celui-là, il m'a jamais quitté. Ce tarot mythique avec son livre d'explications et voilà le fait qu'il soit ancré dans la mythologie aussi, c'est quelque chose. Ça lui donne un côté intemporel. Et c'est celui que j'utilise le plus souvent. Mais j'en ai d'autres. J'ai d'autres tarots. Je regarde là ce que j'ai. J'ai d'autres tarots vampiriques avec moi. J'ai celui-ci. Alors on pourra pas les voir, mais non, mais tu peux nous donner leur nom parce que peut-être des personnes. Vampires, qui est très beau en fait. Celui-là, je l'avais pris vraiment pour le. Et l'auteur, c'est. Est-ce que tu nous dis l'auteur comme ça, les gens le retiendront? Ian Daniels. D'accord. Là, je retrouve le livre d'explication de mon tarot mythique de mes 15 ans, là, qui est toujours avec moi, où j'ai vécu dans le monde. J'ai été à Singapour, en Irlande, aux États-Unis maintenant, et j'ai toujours le tarot mythique avec moi. Alors, c'était édité chez Solar à l'époque, et c'est Juliet Sharman Burke et Liz Green. Super. Liz Green, bien connue dans le monde anglo-saxon du tarot. Donc en fait, ton tarot, tu reviens quand même toujours à ce tarot mythique. Le tarot Art Nouveau, alors celui-là, c'est vraiment la beauté des cartes. C'est un Rider-Waite, mais très très beau, enluminé. Alors là, je crois que c'est, je me souviens plus si c'est Emmanuel qui me l'a recommandé. C'est possible, le Deviant Moon. Ouais, je crois que c'est Emmanuel qui m'en a parlé. Et celui-là, je l'adore aussi. Borderless, alors magnifique. Celui-là aussi, il est incisif. Voilà, il a le côté dark que j'aime bien aussi, mais c'est pas du dark pour du dark, c'est du dark qui va vraiment plonger dans la psyché et qui est très riche. L'imagerie, vraiment, elle débloque des choses. Il y a un petit côté carnaval de Venise. Enfin, c'est vraiment un tarot très inspirant. Puis après, j'ai un tarot de Marseille classique en version anglaise. Voilà. C'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu reviens du coup à ton tarot, le premier avec qui tu as, pour faire tes tirages personnels, peut-être tu reviens souvent à celui-là. Est-ce que c'est parce que justement, les messages, tu as plus vite accès aux messages qu'il peut te délivrer? Je pense qu'un jeu de tarot, c'est comme une personne en fait, qu'on apprend à connaître et avec qui on va tisser une relation. Et voilà, le premier tarot qui est entré dans ma vie, ça sera toujours lui. Et je pense vraiment il y a ce lien organique qui se crée avec un jeu parce qu'il y a une imagerie qu'on apprend à connaître, qui devient intuitive, qui devient instinctive, et puis la physicalité du jeu lui-même, les cartes qu'on a manipulées, qui se sont patinées, qui nous ont suivis, voilà, il y a un attachement qui se crée. Ouais, je suis d'accord. Emmanuel, moi, ce que je voulais te poser comme question par rapport justement à ce tarot et à ta pratique du tarot aussi, parce que c'est la première fois finalement que je t'interviewe aussi sur le podcast. Tu parles beaucoup de par toi-même. Ouais. Tu as du coup utilisé beaucoup ce tarot, on l'a vu quand vous avez fait la tournée des signatures, tu l'as beaucoup utilisé, donc tu le connais très très bien, et puis bon, c'est toi qui as créé les significations. Qu'est-ce que tu peux nous dire de particulier justement sur comment ça marche, pourquoi quelle est sa grosse particularité, à qui tu conseillerais ce tarot justement? Enfin, tout ça.
Oui, alors à qui je conseillerais ce tarot, c'est aux gens qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont pas effrayés par l'idée d'avoir un jeu qui va vraiment répondre cash. Donc c'est très clairement pas un doudou deck, mais pas du tout. Ça va pas donner des messages très bisounours, mais ce sera jamais méchant non plus parce que, comme Victor le rappelait tout à l'heure, c'est un tarot qui a été interdit par les vampires parce qu'il faisait trop reculer les ténèbres à leur goût. C'est un tarot qui fait vraiment advenir la lumière, mais il fait un peu advenir la lumière en ouvrant les volets à la batte de baseball, quoi. Donc il faut être prêt. Ouais, il faut être prêt. Voilà, c'est un peu comme le Deviant Moon dont Victor tu parlais tout à l'heure. C'est un jeu qui met les trucs sur la table, qui va te donner ses messages sans passer par de la diplomatie, on va dire. Mais il fonctionne très très bien. Et pour vraiment tirer bien parti de ce qu'il peut raconter. Moi, j'aurais un conseil, c'est vraiment mettre le nez dans le livre qui va avec, le petit fascicule là, qui s'appelle les clés du tarot interdit, parce que dedans, j'ai fait comme j'ai pu faire dans le mini-guide ultime du tarot qui est sorti chez Animae quelques temps après, c'est que j'ai donné des interprétations pour toutes les cartes, qu'elles sortent en force, en faiblesse, en inversé, ce qui m'a paru très très utile pour débloquer les gens qui sont confrontés au problème majeur du tarot en général, c'est que dans tous les tirages, on a ce problème et quand on est débutant, c'est vraiment très très déstabilisant. On a à peu près une chance sur deux d'avoir une carte qui tombe sur un emplacement auquel elle a rien à faire. Par exemple, un emplacement du type quelle est ta faiblesse, quel est ton défaut, le soleil. Ou le monde, ou un truc super sympa, et à un emplacement très positif comme quelle est ta qualité, ou qu'est-ce qu'on te conseille pour être bien, ou qu'est-ce qui pourrait te nourrir, le diable, la maison Dieu, le 10 d'épée, je sais pas quoi. Et comme toutes les cartes sortent au hasard, et que en général dans un tirage un peu équilibré, t'as des emplacements positifs comme des emplacements négatifs, t'as une chance sur deux d'avoir ce que moi j'appelle une carte paradoxale, ce qui est très 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 déstabilisant. Et donc pour ce tarot, il y avait un travail d'écriture pour les cartes elles-mêmes, mais il y a aussi un gros travail pour le livre qui va avec, qui était vraiment fait pour permettre aux débutants de ne pas se retrouver découragés par cette problématique qui vient de la nature de l'objet tarot, qui vient du fait que les cartes sont tombées au hasard et qu'on ne peut pas éviter. Donc c'est pour ça que le livre il est un petit peu conséquent, qu'il y a des mots-clés qui sont très pointus pour qualifier chaque carte, et après il y a qu'est-ce que ça veut dire si elle sort en force, qu'est-ce que ça veut dire si elle sort en faiblesse, qu'est-ce que ça veut dire si elle sort à l'envers, de façon à ce qu'il n'y ait pas de points sur lesquels on se casse les dents. Sans jeu de mots avec les vampires. Ouais, t'as vu. Mais c'est vrai, on a pu le tester. Et moi, j'ai des retours de lecteurs presque tous les jours sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens aguerris qui connaissent le tarot, qui ont apprécié justement les changements formels qu'on a apportés au jeu. Mais il y a beaucoup de débutants qui commencent par ce jeu parce qu'ils connaissaient par exemple les romans. Ils ont voulu voir ce qu'il en était du tarot. Et ils rentrent très facilement dans la pratique grâce au livret qui est très didactique, la manière dont Emmanuel l'a structuré. Puis il y a quelque chose que je trouve qui m'a vraiment interpellé dans ce que tu disais, Emmanuel, c'est que c'est un jeu cash qui effectivement nous confronte aux ténèbres, à nos propres ténèbres, mais il y a toujours de la lumière. Et en fait, le livret, il a été écrit du point de vue de l'œil des innocents. L'œil des innocents, c'est un devin qui intervient dans le roman, qui consulte au cimetière des innocents à Paris. Vous savez, il y avait ces gens qui s'enfermaient dans des reclusoires, dans les cimetières au Moyen-Âge et qui faisaient vœu de solitude. Eh bien, j'ai imaginé que cet œil des innocents, c'était un devin du cimetière des innocents qui consulte grâce à ce tarot interdit, et c'est là que mon héroïne va le rencontrer. Et tout le livret est écrit du point de vue de l'œil des innocents. Et j'ai envie de lire peut-être le début, l'accroche, la manière dont l'œil des innocents va inviter le lecteur à rentrer dans le livret, à rentrer dans le jeu, notamment les néophytes. Lectrice, lecteur, tu tiens dans tes mains le tarot interdit, pièce maîtresse de la bataille éternelle entre la lumière et les ténèbres qui s'étend dans tous les mondes.
ce jeu de cartes proscrit par le roi des vampires, est un formidable outil de vie au quotidien. Chaque chemin que nous empruntons nous rapproche de la lumière ou nous en éloigne. Parfois, ce sont nos propres ténèbres qu'il nous faut affronter pour aller de l'avant. Tout cela, je vais te l'enseigner ici. Donc on est bien dans cette tension entre lumière et ténèbres qui fait, je pense, la force de ce jeu. Merci. Merci pour d'avoir eu l'idée aussi de mettre le tarot dans une série fantasy, enfin de le mettre aussi, tu vois, comme personnage finalement. C'est un personnage à part entière dans l'histoire que tu as créée avec Vampiria. Puisque c'est vrai que des exemples de livres avec le tarot comme vraiment qui ne soit pas juste un gadget, tu vois, pour faire sympa ou pour faire sorcière, mais qui prennent cette place. Je trouve que votre travail, il a vraiment mis le tarot aussi, en le créant en plus au centre finalement de ton histoire. Et là, je pense que Victor, pour ceux des auditeurs, je le couperai de toute façon, est bloqué. On ne te voit plus. Non, mais moi, je peux rajouter quelque chose aussi. C'est que une des choses il y a beaucoup de choses que j'ai adorées dans ce projet, mais une des choses qui m'ont séduite intensément, c'est que moi, quand j'étais petite, j'ai vu un film qui s'appelait Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger, et c'était l'histoire d'un gamin qui est fan de films d'action, et puis un jour il trouve une espèce de ticket magique qui lui permet de rentrer dans le monde imaginaire et de rentrer dans les films et de rencontrer son héros. Et après, le héros sort du cinéma et arrive dans le monde réel. Et j'avais été très fortement marquée par ce film parce que ça parlait à mon monde imaginaire, quoi. Et ce qui s'est passé dans le projet Vampiria, c'est que Victor a imaginé ce tarot spécial. Et puis après, il l'a fait sortir du monde imaginaire et il est devenu réel. Et donc, oui. Le fait de moi pouvoir participer à cette espèce d'opération hyper alchimique, en fait, qui est de transmuter quelque chose qui était de l'ordre de l'imaginaire et qui devient dans le réel, qui devient réel, c'était vraiment un moment magique. C'est pour ça que je trouve ça effectivement extraordinaire, cette aventure que j'ai pu voir de loin aussi quand tu l'as créé. C'est vrai que c'est comme tu disais tout à l'heure, là au moins tu crées vraiment l'objet vrai, le vrai objet qu'on peut soi-même utiliser finalement aussi comme et le sortir de ce monde imaginaire qu'a créé Victor. Et qui marche aussi bien que dans le monde imaginaire. Et qui marche aussi bien que dans le monde imaginaire, justement. Ouais, c'est ça qui est incroyable, parce que c'est pas un ersatz. On va pas à la Fnac pour acheter le souvenir, l'ersatz qui va nous rappeler le monde imaginaire. On se retrouve avec entre les mains le vrai truc qui fonctionne, quoi. Tout à fait. J'ai été déconnecté, je pense que c'est un coup des vampires qui veulent éviter qu'on dévoile trop de secrets sur ce tarot interdit. On a récupéré Victor, super. On a continué un petit peu. Donc Victor, tu as créé cette grande série Vampiria qui a combien de tomes aujourd'hui ? Alors, il y en a 4 de parus. Le 5e va paraître le 23 mai, donc c'est imminent. D'ailleurs, je rentre en France pour une tournée de dédicaces à cette occasion. Et oui, j'ai vu ça sur ton site. J'allais le dire justement, voilà. Si des personnes veulent rencontrer Victor, tu es là en France pour 2 mois à peu près de tournée. Pas tout à fait. Un mois, voilà, de fin mai à fin juin. Et effectivement, j'ai une vingtaine de dates un peu partout et ça sera un plaisir de rencontrer les lecteurs et les lectrices pour parler des romans, mais du tarot aussi, des BD. Il y a des BD aussi dans l'univers de Vampiria. On n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie de cet univers expansif. C'est-à-dire des BD qui sont dans le roman et aussi que tu as créé, comme le tarot, tu les as fait sortir du roman et tu les as créés ou... Alors non, il n'y a pas de bande dessinée qui interviennent dans le roman, c'est vraiment des histoires parallèles, donc c'est pas une adaptation du roman, ce sont des spin-offs pour ainsi dire. Donc autant dans les romans, je me mets du point de vue des rebelles mortels, ces fameux frondeurs dont je parlais tout à l'heure, qui essayent tant bien que mal de mettre à bas le règne des vampires. Dans les bandes dessinées, qui s'appellent Vampiria Inquisition, je prends le point de vue de l'inquisition vampirique qui a été créée par Louis XIV, le roi des ténèbres, justement pour réprimer tout germe de rébellion et toute hérésie.
Voilà, donc on a vraiment le côté encore plus dark dans les BD, mais les deux se répondent. Et le grand plaisir, en fait, d'avoir un univers qui est comme ça, se décline sur plusieurs médiums, plusieurs médias, c'est d'avoir des ponts, donc des personnages de la BD qui vont s'inviter dans les romans, des références aux romans dans les illustrations de cartes du tarot, le tarot lui-même qui va influer sur la trame dramatique des romans, et ainsi de suite. C'est toute une écologie, tout un écosystème romanesque qui s'est mis en place comme ça. Et le tarot, il est intervenu dans le tome 1 ou il intervient plus tard? Il intervient à partir du tome 2, La Cour des Miracles, lorsque mon héroïne Jeanne se rend donc à ce cimetière des innocents et rencontre l'œil des innocents, le devin qui lui fait son premier tirage. Et par la suite, il va intervenir dans chacun des tomes en apportant voilà, des éclairages différents sur les événements. Donc, j'ai perdu ma question. Non, j'étais là, oui. Alors, donc, il intervient au tome 2, mais voilà, je pense que l'idée, c'est quand même de lire la saga dès le début. Je dis ça parce que vraiment, j'ai des passionnés de tarot ici, donc peut-être qu'ils vont se dire, ah, j'achète le tome 2 parce qu'il y a le tarot dedans, point barre. Non, l'idée, c'est quand même de commencer la série au départ, quand même. Ouais, je pense que c'est mieux pour vraiment comprendre voilà ce qu'il en est, les personnages. Alors c'est vrai que le tome 1 vient de paraître la semaine dernière en poche, ça permet aussi de s'y pencher plus facinement. Moi j'ai vu passer sur une story à Emmanuel, non? Ouais. Et j'essaie de voir si j'ai un roman à vous montrer. Alors Victor s'en va pour ceux qui ne voient pas ce qui se passe. Il nous quitte, il va dans sa bibliothèque, il revient. Alors, je prends, voilà, ça c'est une édition collector, parce qu'ils sont aussi, les romans sont en édition brochée et en édition reliée. La couverture est extrêmement belle. Collector, et c'est pour vous montrer, parce que certains tirages de cartes qui interviennent dans le roman sont même représentés graphiquement dans les pages du roman. Donc là, j'ouvre par exemple dans le tome 3. On a, donc on a une gravure. Une gravure qui représente les cartes telles qu'elles apparaissent. Et bien sûr, en lisant le roman, on comprend ce que le tarot interdit vient éclairer à ce moment de l'histoire. Donc, je ne sais pas si tu as entendu ce que je disais tout à l'heure, mais je te remercie d'avoir créé une histoire où il y a un vrai tarot, pas un tarot justement gadget, tu sais, ou une histoire de tarot ou de vieilles sorcières qui tirent les cartes et qui disent des choses horribles, tu vois, c'est souvent le cas. Et voilà, je voulais te remercier c'est ce que je disais avant qu'on te quitte. Et je reviens du coup au livret, et je reviens à Emmanuel, parce que du coup, là, on a reparlé de la série Vampiria, où est-ce que le tarot rentre en jeu. Et donc, quand Emmanuel t'a créé le jeu et le livret, il est compris dans le jeu quand les gens achètent le tarot? Oui, alors qu'ils achètent le livret à côté. Non, alors le livret, on l'a écrit à 4 mains avec Victor, ce qui était une expérience géniale. J'ai adoré faire ça, et il est dans le coffret. C'est un coffret qui contient le livret d'interprétation et les cartes. Donc c'est un livret qui est un peu plus conséquent que les petits livres blancs qu'on a d'habitude dans les petits jeux de tarot, mais non, il est toujours offert avec. Avec à la fin, alors tu parlais tout à l'heure du côté didactique, Emmanuel, et puis de toutes les interprétations des cartes en fonction de l'endroit où elles sortent, et également la valence droite ou inversée. Et à la fin, il y a un tableau récapitulatif là qui est vraiment très utile aussi pour les gens qui débutent, avec toutes les significations résumées. Donc, des personnes débutantes qui nous écoutent, qui voudraient découvrir parce qu'ils adorent ton univers, parce qu'ils adorent, ils voudraient ce tarot, ils achètent le tarot, ils ont le livret, et du coup, ils peuvent débuter avec un tarot vampire, mais qui est super bien conçu. On connaît le travail d'Emmanuel, et voilà, très didactique, effectivement, avec vraiment, très clair, très bien conçu. Je suppose que le livret est à l'image de tes autres ouvrages. Emmanuel, est-ce que toi, en ce moment, tu as justement une autre actualité autour d'un jeu qui sortirait, d'un livret qui sortirait? Qu'est-ce que tu proposes au monde en ce moment? En ce moment, j'ai pas mal de trucs, hein, ça bouillonne un petit peu dans tous les sens. C'est une période assez dense, assez intense. Donc là, j'ai pas mal de sorties. J'ai le mini-guide ultime du tarot, comme je disais tout à l'heure, qui est sorti chez Animae. Et il s'appelle Ultime parce que l'idée de ce livret-là, c'est que une fois qu'on l'a lu, on n'a
plus besoin de quoi que ce soit d'autre parce que son but, c'est de contenir toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne le tarot aux gens et ça fait une dizaine d'années que je vois que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent parce que en tarot, c'est toujours les mêmes problématiques qui font achoper les débutants. Donc, l'idée du mini-guide ultime, c'est que je donne des réponses claires à toutes ces problématiques, histoire d'être débloqué d'un coup. Victor montrait les tableaux récapitulatifs à la fin du livret et ça, c'est aussi un peu la patte Emmanuel. J'ai les anti-sèches que j'avais sortis il y a longtemps en auto-édition qui ont été réédités par Animae encore une fois et qui sont sortis au début de ce mois-ci, si je ne m'abuse. Donc les anti-sèches du tarot qui contiennent tous les mots-clés vraiment essentiels pour pouvoir se débloquer dans un tirage, pour retrouver la clé de la carte sans aller justement fouiller dans un gros livre. Et j'ai pas mal de choses qui vont sortir aussi à la fin de l'année. J'ai le tarot Minchiate qui va sortir le 8 octobre, qui est une restauration que j'ai faite d'un ancien tarot italien magnifique de 1763. Il va sortir chez Trajectoire. Je suis vraiment très très contente parce que c'est un jeu de tarot spécial. Alors avec Victor, on a fait le tarot interdit qui a 86 cartes. Le tarot Minchiate, il en a 97, s'il vous plaît. dont 41 cartes majeures. C'est parce que c'est un tarot spécial. C'est à cette époque-là, c'était un jeu qui faisait fureur d'ailleurs. Et puis après, il a disparu. Et c'est un tarot qui contient en plus des cartes habituelles, les 4 éléments, plus les vertus qui manquent, parce qu'on a l'habitude d'avoir la force, la justice, la tempérance. Il manque la prudence, l'espérance, la foi et la charité. Donc là, elles sont venues, plus les 12 signes du zodiaque. Donc je peux vous dire, pour l'avoir testé avec Isabelle Nadolny, avec laquelle on a écrit encore une fois à 4 mains le livre, je peux vous dire que ça avait des tirages astrologiques qui tabassent. Ça va faire ça va être une tuerie, mais tarde de le voir. Ouais. Bon. Et en octobre, j'ai une dernière sortie qui s'appelle l'Oracle d'enquête chez 404, justement. Et c'est un jeu un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Alors, ils m'ont dit, en gros, tu fais ce que tu veux. Donc, par défaut, je leur ai fait un Cthulhu, mais chut, il faut pas le dire. C'est une sorte de livre dont vous êtes le héros. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Le seul indice dont vous disposez, c'est un oracle. Et donc, il va falloir apprendre à tirer les cartes de l'oracle pour résoudre l'énigme. Super. Donc ça sort le 3 octobre, si je ne m'abuse. En fin d'année. Ouais, une grosse année intense en parution. Donc ça illustre bien tout le talent d'Emmanuel qui va effectivement de l'interprétation du tarot pour les débutants à travers un jeu, un tarot dont vous êtes le héros, jusqu'à un objet très sophistiqué qui retourne aux sources historiques du tarot avec ce jeu à combien? Plus de 90 cartes? 97. Ouais, 97. Je pense que là, ça va être pas mal pour la muscu des mains aussi, parce que pour manipuler les 97 cartes, il va falloir s'entraîner avant. Ça va parce que c'est des petites cartes, donc ça tient très très bien. Moi, c'est un peu plus petit qu'un tarot de base, donc ça va. Mais c'était pas gagné. Ok, c'est super. Bon, alors après votre actualité, j'ai envie on va se diriger gentiment. Je vais pas vous prendre beaucoup plus de temps, Victor. Donc toi, tu vis aux États-Unis. Là, tu nous fais cette interview de là-bas. Donc, s'il y avait des petits soucis de son sur ce podcast, veuillez nous en excuser. Mais voilà, c'est la magie en même temps d'Internet qui nous permet de discuter avec toi en direct. J'aurais envie de terminer cette interview. En général, quand je fais intervenir des personnes sur le podcast, j'aime bien partager aux auditeurs, tu sais, un petit truc, un tips, un truc qu'ils pourraient utiliser eux-mêmes avec leurs cartes. Mais là, on va parler du tarot interdit. J'aurais envie de vous poser la question, quelle est à tous les deux, l'un et l'autre, votre carte préférée de ce jeu et peut-être après... Et pourquoi? Et après, peut-être faire un tirage, peut-être Emmanuel, si tu l'as sous la main, ou Victor, si tu l'as sous la main, de tirer une carte, peut-être de faire un petit tirage là en live pour les auditeurs. Qui veut commencer? Alors moi, le carte préférée, c'est toujours difficile parce que pour moi, un tarot, c'est un système, donc c'est vraiment l'architecture générale qui fait que c'est un mystère qui
qui se renouvelle à chaque tirage. Si je parle maintenant purement des représentations graphiques, moi j'aime beaucoup la carte de la force telle qu'elle a été représentée par Nicolas Jamono sur le tarot, où on a une vampire, en l'occurrence c'est Madame Désursin, qui est la ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Ténèbres, qui ouvre la gueule d'un loup-garou. Donc on a vraiment le symbole traditionnel du tarot de Marseille, mais en version gothique, vampirique, avec une dame vampire, un loup-garou. Et je trouve que c'est une carte justement qui est très forte dans sa représentation. Et la force, c'est une carte qui te plaît, c'est un arcane qui résonne, que tu aimes bien en général. En général, dans le tarot, quelle est en dehors du tarot interdit, j'ai plein de questions. Hein. Ton arcane préféré, c'est laquelle? Enfin, ça serait laquelle? Même si effectivement, je suis d'accord, le tarot est un tout. C'est une question que je me suis jamais posée, j'aurais du mal à répondre en fait, parce que une fois encore, pour moi, il y a un côté sémiologique dans le tarot et dans un tirage. C'est comme une phrase qui s'écrit, et en fait, les mots dans la langue française, ils ont un sens complètement différent en fonction de leur contexte, de quelle place ils ont dans une phrase, et des autres mots qui les entourent, des adjectifs, des adverbes. Pour moi, c'est la même chose dans un tirage de tarot. On est en train d'écrire une phrase, et du coup, la coloration d'une carte va être unique à chaque tirage. Donc je pourrais pas dire qu'il y a une carte que j'aime en tant que telle en faisant l'abstraction de toutes celles qui vont l'entourer dans un tirage possible. Alors quelle est la carte? J'ai l'impression de redécouvrir les cartes en fait à chaque tirage que je fais. Alors quelle est la carte? Je vais te la poser différemment. Qui, quand tu la tires, tu te dis waouh, super. Le soleil, le monde, typiquement, voilà, j'ai du mal à trouver du négatif, mais grâce au livret écrit avec Emmanuel, on sait que dans certains contextes, même le soleil peut être négatif, peut nous amener à nous challenger sur certains points et qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais bon, je suis quand même content quand elles sortent dans le jeu. Et quand le diable ou les ténèbres sortent, ou la maison Dieu, l'observatoire astronomique, là, je suis un peu plus dérangé. La mort, en revanche, l'arcane sans nom me fait pas trop peur. Ouais, pareil. À toi, Emmanuel. Ouais, on est tous bien réconciliés avec l'arcane sans nom. Ouais, alors, ma carte préférée du tarot interdit, je pense que ce serait l'étoile, parce que j'ai adoré la puissance du dessin que Nicolas a réussi à créer. Et il y a une sorte de spirale d'énergie noire derrière elle qui me rappelle vraiment les énergies cosmiques qu'on peut trouver dans Lovecraft, etc. Et puis t'avais demandé à qui avait le tarot sous la main de voir pour un petit tirage, donc j'ai commencé à mélanger un petit peu les cartes, et puis j'en ai une qui est tombée en carte volontaire. Et je trouve qu'elle est pas mal pour venir nous parler de ce que nous, on est en train de faire avec un tarot comme ça. C'est le 8 de miroir, donc c'est l'équivalent du 8 de coupe. Et sur la représentation, on a un chemin qui s'enfonce au loin. Et tout au long de ce chemin, 8 miroirs sont placés un peu en file indienne pour montrer qu'au fur et à mesure qu'on va progresser sur ce chemin, ces miroirs vont nous renvoyer des reflets de nous au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on progresse. Et je trouve que c'est vraiment bien comme carte pour encapsuler vraiment ce qu'on fait et ce sur quoi je pense qu'on s'est bien retrouvé avec un jeu comme ça, parce que au début de l'interview, Victor disait qu'il était un raconteur d'histoire. Moi, j'écris pas des romans, je sais pas faire ça. Par contre, je sais bien tirer les cartes aux gens. Et ce qui vraiment me frappe à chaque fois, c'est que dans un tirage de cartes pour une vraie personne, comme dans un tirage de cartes comme pour un personnage, comme Victor disait tout à l'heure, pour mieux connaître les dynamiques du personnage, qu'est-ce qu'il nous cache, qu'est-ce qui se cache, etc. À chaque fois, on raconte une histoire. Moi, quand je tire les cartes à quelqu'un, je lui raconte l'histoire de ce tirage-là et je regarde comment la personne va se projeter dans cette histoire et qu'est-ce qu'elle va en faire, comment elle va s'approprier les éléments pour retisser sa propre histoire avec. Et Victor, quand tu écris des romans, on avait constaté, enfin moi j'ai constaté personnellement que tes romans ils se bingent bien dans le sens où ils t'accrochent très très fort, et puis tu peux en commencer un à 8h du matin et te dire bon je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble, et puis à 8h du soir t'es encore dessus et puis tu te dis ah bon sang qu'est-ce qui s'est passé, parce que notamment tes héroïnes elles ont des histoires qui sont très pleines de tension,
Et c'est des histoires qu'elles essayent de s'approprier autrement. Et je trouve que c'est ça qu'on fait comme travail avec le tarot, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on se raconte des histoires. On se raconte des histoires de notre propre vie, et ces histoires qu'on se raconte de notre propre vie, elles changent au fur et à mesure qu'on fait des rencontres, au fur et à mesure qu'on se nourrit des mondes imaginaires que les romanciers, que les cinéastes peuvent nous fournir, qu'on se nourrit des histoires que les tirages de cartes peuvent nous fournir, que les tireurs de cartes peuvent nous fournir comme des romanciers. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu tous des personnages de fiction. Et que ce tarot-là, en me sortant par hasard le 8 de miroir, il vient me rappeler que tout ce qu'on fait là, c'est refourbir notre propre histoire jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver sa place de héros. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que la spécificité de l'animal être humain Homo sapiens, c'est qu'on est fait d'histoires. Et c'est toutes les histoires dont tu parlais, celles qui sont créées par la fiction, celles qu'on se raconte, que les gens racontent sur nous aussi. Le tarot, c'est un moyen de se réapproprier son histoire et de mettre du sens. Je parlais tout à l'heure de sémiologie. Pour moi, c'est sémiologie au sens vraiment existentiel du terme. C'est-à-dire que ça va nous permettre de mettre du sens sur le chaos du monde et sur le chaos de sa propre existence humaine. Parfois, on a l'impression d'être, soit d'être dans un chemin tout tracé, soit de pas savoir où aller. Et le tarot va nous permettre de donner un sens à tout ça, de raconter une histoire et d'être le héros de sa propre histoire. Je pense que c'est vraiment en ça que c'est un outil unique et indispensable. Et une fois qu'on a appris à le manipuler, on le garde pour toute la vie. Oui, tout à fait d'accord. Ben, écoutez, je crois que c'était une belle conclusion. Merci beaucoup Victor, merci beaucoup Emmanuel d'être venu au micro du magicien pour parler de tarot, d'histoire et d'aventure. Et on peut vous retrouver sur vos réseaux, on peut vous retrouver dans vos ateliers formation pour Emmanuel et bientôt en France donc pour ta tournée signature du tome 5 de Vampiria. Donc, cet épisode va tomber pile puisque, voilà, à l'heure où vous écoutez cet épisode, il est sorti, mais à l'heure où on l'enregistre, il va bientôt sortir. Ça sera la prochaine interview du podcast. Donc, je vous remercie beaucoup. À très bientôt et bonne continuation sur votre chemin et dans votre histoire. Sur notre chemin jalonné de miroirs. Voilà. Oui, merci. Merci beaucoup, Fabienne. Merci Fabienne, merci Emmanuel. À bientôt. Au revoir. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!